L'aéroport de Québec accueillait aujourd'hui des voyageurs d'un autre continent. Une soixantaine de pilotes qui participent à un rallye peu ordinaire, un rallye aérien entre l'Europe et l'Amérique. Mario Vaillancourt est allé rencontrer quelques-uns de ces intrépides. Je me trouve à bord d'un monomoteur qui a été construit en France. Il fait partie de l'expédition Cap sur Montréal dans le cadre du 350e anniversaire de la ville. L'appareil a franchi plus de 7000 km en une trentaine d'heures. Cap sur Montréal, c'est une vingtaine de petits appareils, une soixantaine de pilotes. Il y a des Anglais, des Français, des Italiens, des Belges et des Canadiens. Partis de Paris lundi, ils ont fait 4 escales en passant par l'Islande, le Groenland et Frobisher Bay dans le Grand Nord canadien. Ils sont arrivés à Québec hier soir. Serge Gaston est un de ceux-là. Et son monomoteur, c'est lui-même qui l'a construit. Et les deux places arrière ont été sacrifiées pour transporter un peu plus de carburant. C'est-à-dire on a 180 litres d'essence dans les ailes, 180 litres à l'arrière, ça fait 360 litres et ça nous donne une autonomie de 12 heures. Et pareille expédition n'est pas sans danger. Ce pilote a eu la frousse de sa vie quand une des portes de l'appareil est restée ouverte au-dessus de la mer de Baffin. Et il faisait à peu près, je sais pas, moins 30, avec le facteur vent, peut-être moins 40, moins 50. On avait des combinaisons de survie, heureusement, parce qu'on ne serait jamais arrivé habillé en jean, là, on ne serait jamais arrivé à Frobisher. Il est bien conscient des risques. On a pu vivre les points de non-retour, c'est-à-dire le point de non-retour, c'est-à-dire tu peux aller ni en avant, ni en arrière. Il arrive quoi que ce soit, là, c'est la mort en direct. La plus grande distance au-dessus de l'eau, ça a été entre l'Écosse et l'Islande, environ 6 heures de vol, ininterrompu. Tout ce beau monde a pris la direction de Montréal, dernière étape du voyage, où ils doivent repartir pour le chemin inverse dimanche ou lundi matin. Mario Vaillancourt, Le Grand Journal, à Québec. Première étape, Paris-Aberdeen, une étape longue de 658 nautiques, 4 heures de vol pour atterrir dans la brume écossaise. Les 20 participants du raid Cap sur Montréal arrivent pendant une bonne partie de l'après-midi, l'organisateur M. Lafargue ayant opté pour les départs libres. Cette première étape permet de multiples mises au point, telles que le test des consommations à puissance réduite ou encore le bon fonctionnement des dégivreurs d'ailes et d'hélices, du moins pour ceux dont l'avion en est équipé. Avec les douaniers et le contrôle, les pilotes vont se frotter aux premières formalités administratives. Le plus facile étant de donner tout, passeport, certificat de navigabilité, carnet de vol, etc. Pour la fouille, c'est un gros toutou qui vient sans conviction vérifier le Nothing to Declare. Le reste de l'après-midi, les pilotes, qui pour la plupart ne se connaissent pas, en profitent pour sympathiser. 12 équipages français, 2 Belges, 3 Canadiens, 2 Anglais et 1 Italien composent le rallye. Tout type d'avions peuvent prendre le départ, monomoteur, multimoteur, piston, turboprop, jet, pour autant qu'ils soient équipés et classés IFR. La gamme des Piper est bien représentée et démontre ainsi la force du constructeur américain. Aucun jet ne participe, cela s'explique par le coût horaire trop élevé de ce genre d'appareil. Pour les équipages, les conditions d'admission sont les suivantes. 2 pilotes, dont un qualifié aux instruments avec une expérience minimum de 500 heures, l'autre pilote devant posséder au moins 200 heures de vol. Pendant que le pompiste remplit tous les réservoirs, le manège permanent des hélicoptères nous rappelle que nous sommes au bord de la mer et à proximité des plateformes pétrolières. À 20h précises, dans la grande salle de l'hôtel, a lieu le premier briefing. Monsieur Lafargue, bien connu dans le milieu aéronautique français et nord-américain, peut être satisfait. Les 20 avions engagés sont tous là et l'ambiance est déjà excellente. Après un discours de bienvenue, il dévoile les premières informations météorologiques du lendemain. C'est pour hier aujourd'hui? C'est pour hier?
Pardon? Ouais, c'est gratuit. Je ne demande rien. Hein. Tout d'abord, nous allons souhaiter bienvenue aux équipages qui nous ont rejoints ici à Aberdeen. D'ordre général, il y a sur l'axe Irlande, Nord-Écosse, Islande, un front qui se déplace légèrement vers le nord-est. Nous n'avons pas les dernières prévisions de Reykjavik, mais demain matin, à 7h TU, ça veut dire 8h locales, pour ceux qui voudront les dernières prévisions, nous ferons un briefing au service de la météo de l'aéroport. À l'aube de la seconde étape, orage et cunimbe sont toujours au programme. La situation à 12h, la carte là, ok, le front devrait être carrément au nord-est d'Aberdeen à 12h. Et je pense qu'il va y avoir des cunimbes encore tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'entre l'Écosse et puis l'Islande, le front, il ne bouge pas beaucoup vers l'est. Mais bon, en donnant des positions, parce que là, on l'annonce rencontrer en vol. Parce que comme ça, ça va permettre à tous les autres. Pardon? Est-ce qu'il y a des gens qui comptent partir au-dessus du 80, juste pour une question? Parce qu'on peut étager, justement la plage d'information. S'il y a des gens qui partent pas, d'autres au milieu et d'autres au-dessus, on verra. Ben, sur 123-45, si vous donnez des positions... Ah mon pauvre Réal. Faute de merde, on mange des grilles. Mais lui, il est chanceux. À l'heure actuelle, ok, tant que le front ne sera pas passé. Absolument, et après le... Alors, il faut s'attendre de ne pas... Tu peux le faire à vue, hein. Monsieur Balthazar, vous êtes paré pour l'eau? Oui, on a mis le caleçon de bain fourré. Aujourd'hui c'est Reykjavik, vous y allez en une seule étape? Oui, sans problème. On a assez pour faire l'aller-retour si par hasard ça n'allait pas à Reykjavik. Ça va vous faire combien d'heures de vol? Maximum 5 heures. Et les vents sont favorables? Bon, peu importe, il en restera assez de la vitesse malgré les vents. S'ils sont favorables, tant mieux, on mettra un peu moins de temps, mais s'ils sont défavorables, on mettra peut-être 1 heure de plus, mais c'est pas grave. Vous avez prévu quelle altitude? Alors j'avais prévu au départ en haute altitude, mais c'est tellement épais que je préfère rester en basse couche et ne pas prendre de glace. Parce que ce que j'aurais pris en traversant les couches, je serais sûr de le garder et jusqu'en haut, j'avancerai plus. Et la turbulence, ça ira? Ah oui, la turbulence, oui. Bah, y a des petits orages, mais on a tout ce qu'il faut pour les repérer. Okay. Bonjour, aujourd'hui vous allez où? À Reykjavik. À Reykjavik, et la météo est très mauvaise, tout au moins. Et vous allez sans escale? On va aller sans escale, oui. On fera direct Reykjavik. Combien d'heures de vol? On a 5h30 de vol, mais on a 12 heures d'autonomie. Et les vents sont favorables? Les vents sont favorables pour une case à 20 nœuds par l'arrière. Et au point de vue météo, vous avez dit elle est très mauvaise, mais c'est un vol IFR, donc aux instruments, ou bien un vol VFR, vol à vue? Non, ce sera un vol IFR, vol aux instruments, mais on va voler relativement bas pour éviter le givrage. C'est notre gros problème. Je vois que vous avez préparé le café, c'est pour un vol qui va être perturbé, ou vous avez souvent des provisions comme ça avec vous? Non, le café vient de France, alors on va l'emmener jusqu'à Reykjavik. 123-45 sera donc la fréquence de liaison et de renseignement pour cette seconde étape, étape longue de 815 nautiques qui nous conduira d'Aberdeen à Reykjavik. La plupart des concurrents équipés de réservoirs supplémentaires pourront aisément franchir cette distance sans refueler. Mais pour notre Seneca, il manque une bonne demi-heure d'autonomie, surtout en cas de problème à l'arrivée. L'escale à Vagar étant fortement déconseillée pour des raisons de sécurité, une partie des concurrents décide de mettre le cap sur Sumburg,
pays des moutons et des célèbres pulls en Shetland. Cette première vraie traversée est longue d'une bonne heure, durant laquelle nous apercevons de temps en temps, par de petites percées dans les nuages, une mer véritablement déchaînée. À l'atterrissage, nous sentons que l'aventure commence réellement. Ça paraît toujours impressionnant. Sur cet aéroport relativement important, le ballet des hélicoptères recommence. Surgissant de partout, ils prennent juste assez de temps pour débarquer leurs passagers et déjà ils repartent. Toute personne voyageant dans ces régions hostiles est obligée d'enfiler une combinaison de sauvetage bien voyante avec sa couleur rouge vif. Ces combinaisons étanches, de la tête aux pieds, ont le mérite d'isoler de l'eau glaciale en cas d'accident. Les inconvénients de cette tenue sont la chaleur et le manque de souplesse en temps normal. Soumises à une vérification très sévère, elles retournent à l'usine pour un test complet après 4 utilisations. Tous les aérodromes des îles Shetland sont équipés de ce genre de vestiaire. Cela rappelle à tous les concurrents du rallye qu'il est temps d'enfiler sa tenue et de préparer à portée de main le canot et la balise de détresse en cas d'amérissage forcé. Nous sommes le 2 juin, il est 15h GMT ou heure locale, puisqu'à cette longitude, les deux correspondent et le rallye vole vers Reykjavik. Actuellement, on est en train il est 15h15 TU. On est par ici, on vient de passer il y a un quart d'heure mi-gêne, en provenance de Sundberg, où nous sommes allés ravitailler. Et on fait route vers Ingo en Islande, avec du mauvais temps dans cette zone-là. Donc comme on peut le voir en radar, il fait beau. Là on a joué la bonne carte pour pas être secoué. Et on n'a pas de glace, donc tout va bien. Et en plus le GPS nous montre qu'on a une vitesse de 175 nœuds. Alors qu'on est réduit pour des questions de consommation d'essence, on est réduit à moins de 55%. Donc c'est tout à fait satisfaisant. Pour ce premier vol océanique, tous les concurrents ont opté pour l'utilisation du GPS, bien plus précis que les balises traditionnelles. Par ces recoupements permanents, ils nous donnent la route à suivre au mètre près. Vers la côte islandaise, les nuages laissent apparaître un relief escarpé et très enneigé. Une régulation radar à l'arrivée pour intercepter l'ILS de la piste 20, qui serait parfaite si nous n'avions pas affiché une mauvaise fréquence. Qu'à cela ne tienne, Jacques, qui a déjà vu ça, corrige en procédant par un spectaculaire 360 degrés, ce qui nous permet de voir toute la ville. Après l'atterrissage, ce sont les gestes devenus habituels, rangement de l'avion au parking, refueling et commentaires avec les copains sur ces 5 heures de vol. Alors la première vraie étape, Aberdeen, Reykjavik, ça s'est passé comment? Aberdeen, Reykjavik, on est parti ce matin dans les minima IFR. Puis ça a été IFR tout le long, dans la mer, tout le long. Jusqu'ici. En une seule étape? Yes sir, une seule étape. Et ça allait? Pas de problème. De toute façon, on est l'équipe vainqueur, donc c'est obligé que ça aille. Quel niveau de vol? On a joué entre 80
et puis 70. Un peu des orages? Oui, les orages, la pluie, tout le temps dans les nuages. Problème de givrage, vous avez rencontré? Oui, on a eu du givrage, mais c'est pas grave, ça s'est bien passé. Une bonne première, demain la suite? Pas de problème pour aujourd'hui, demain on n'aura pas de problème non plus. Ça s'est passé comment? Très bien, très bien. Il faisait un temps superbe sur le trajet, pas du tout de glace, ou un tout petit peu de glace disons. Un vent favorable, donc ça veut dire qu'on a marché malgré une consommation très réduite, on était à 55% de la puissance. On a marché très vite, très bien. On a mis, je sais pas là, j'ai un copilote qui a pris les heures, mais à peu près 4 heures. C'est correct avec un avion qui a 5h30 d'autonomie, la sécurité y était. En une seule étape, vous êtes venu? D'Aberdeen, non, puisqu'on est allé faire le plein d'essence un petit peu plus au nord, donc en 2 étapes. Bon. Et pour vous, ça s'est passé comment? Eh ben, on a fait la même chose, puisqu'on était sur le même terrain de Sumstrud et on a refait le plein au même endroit. Et puis après, on est parti 40 minutes avant eux, on est arrivé en même temps. Vous avez volé à quel niveau de vol? Nous, on a volé au niveau 100. Vous n'avez rien rencontré, pas de problème? Un peu de givrage, léger, mais toujours bien contrôlé. On savait que si on descendait au 80, ça fondrait, donc on était à l'aise, mais il y avait très peu de givrage. Et les orages sur le chemin? Non, pas d'orage. On a même eu pas mal de soleil et pas mal de vols au-dessus des nuages, qui étaient très agréables. Demain la suite? Demain la suite. L'heure avancée nous rappelle qu'il serait sage de regagner notre hôtel, de profiter d'un jacuzzi ou d'un sauna réparateur avant de recevoir les informations du lendemain. La météo annonce également très beau à Kouloussouk, très beau à Sanderstrom, et il y a un front qui est situé au nord sur le Labrador, qui se déplace courant nord-est et qui va approcher des côtes du Groenland sur Nuuk et Narsarsuaq demain, tout à fait en début d'après-midi. Une fois les consignes reçues, nous n'allons pas en rester là. Il faut profiter du soleil de minuit et du fait qu'il n'y a pas de nuit en cette période de l'année. Nous organisons une petite soirée, ça fait mal au portefeuille car les petites sorties islandaises coûtent très cher. L'étape du 3e jour est la plus longue, Reykjavik, Kouloussouk, Sunderström, pour arriver à Iqaluit, soit 1220 nautiques. Tôt le matin, les équipages belges et canadiens sont prêts. En attendant 7 heures,